Et puisqu'on en est à un moment où on a quasiment oublié l'heure à laquelle on avait rendez-vous, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer. Et puis je vais me taire et inviter notre orateur du jour, Lucas Verhelst, à nous rejoindre. Lucas qui a pris beaucoup d'initiatives, beaucoup de courage, un bâton de pèlerin aussi, parce que je pense qu'on se rend compte ici qu'on est dans un combat culturel très fort, où on doit persuader qu'un autre monde est possible. Et ça s'est fait notamment en mettant en évidence l'ASEA, en considérant que le sol, c'est pas une donnée infinie et qu'il faut pouvoir l'utiliser de manière intelligente et que donc l'urbanisme a un rôle évidemment extraordinaire à jouer là-dedans. Lucas a pris différentes initiatives dans des quartiers en France et en Suisse romande, si je ne m'abuse. Et donc ici, on va voir peut-être quelques exemples très concrets de comment cette transformation, cette métamorphose est possible. Je pense d'ailleurs que ont été théorisés 101 problèmes à affronter, mais il a amené les solutions qui vont avec. Et ça, c'est fantastique. Comme Lucas Verhelst, c'est à vous. Une dernière chose aussi avant que Lucas intervienne. Déjà, merci pour le placement. Il y a Adeline qui est ici, qui travaille au-dessus de nos bureaux, qui est au B3. Et donc Adeline réalise les dessins in situ et en direct, qui ont des dessins qui ont rapport avec la conférence. Mais au-delà de ça, elle a d'autres fonctions, qui est plus dessinatrice scientifique. Donc, elle est vraiment spécialisée là-dedans, et donc elle pourra peut-être en toucher un mot après, mais vous pouvez voir déjà le commencement, et puis là, on ouvre un peu le clapet pour montrer la progression, et puis après, on ferme, et puis on laissera la parole à Lucas, et voilà, on fera le switch aussi pour l'écran. Voilà. Sinon, on va y aller parce que de toute façon, la première slide, c'est une slide de présentation, elle n'est pas intéressante en soi. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition 2025 du Festival de Tech. Je vais vous accompagner tout au long de ce début de soirée sur la question épineuse, mais assez passionnante, je trouve, des obstacles et des leviers au changement, en l'occurrence à une transition vers du low-tech. Donc je m'appelle Lucas Verhelst. Contrairement à ce que mon nom pourrait indiquer, je ne suis pas belge, hein, je vous en fais la confession. Je suis ce qu'on pourrait appeler un Français qui a un arrière-grand-père qui était belge et qui travaille en Suisse. Voilà. Donc ça fait de moi quelqu'un d'assez hybride en fait. Donc je suis spécialiste des phénomènes d'empêchement aux transitions sociétales. J'ai coécrit et dirigé un livre qui s'appelle Manuel d'un monde en transition, qui est paru le 10 janvier dernier. Et à ce titre, je préside un think tank qui s'appelle l'I3, pour Institut International d'Impédimentologie. Donc voilà, je suis ici ce soir présent à ce titre. Alors la question de ce qui peut faire obstacle à la low-tech pourrait paraître saugrenue, voire un petit peu démoralisante pour l'inauguration de cette édition. Mais à titre personnel, je pense que s'intéresser à ce qui empêche un changement, même si ça peut être démoralisant lorsque ces obstacles sont nombreux, permet en réalité de s'attaquer au fond du sujet. Donc le fond du sujet, c'est d'aider la low-tech à parvenir à une certaine masse critique. Et tout le rôle de la pensée d'obstacle, vous verrez que je parlerai dans quelques instants d'impédimentologie, c'est d'aider justement cette transition à se mettre sur les bons rails. Donc je pense que c'est absolument essentiel de se demander qu'est-ce qui empêche un changement pour justement massifier de nouvelles pratiques. Alors juste en guise d'introduction, je vois qu'il y a des éclairs qui apparaissent. Après, c'est un ordinateur Macintosh, alors peut-être que c'est ça qui pose problème. Je vais vous faire un bref historique rapide
de ce que je pourrais appeler la genèse d'une pensée d'obstacle. Et pour bien comprendre cette genèse, il est important de remonter à une année clé, qui est l'année 1972, parce qu'au cours de cette année vont se dérouler 3 événements assez importants. Voilà. Le premier, c'est le rapport Meadows. Vous connaissez certainement le rapport Meadows, hein, qui introduit l'idée que l'humanité va atteindre prochainement certaines limites qui pourraient précipiter son effondrement, des effondrements en tout cas. Donc ça, c'est un premier événement. Ensuite, il y a eu la conférence de Stockholm, qui introduit l'idée qu'il pourrait y avoir, à l'époque, hein, c'est comme ça qu'on disait, on parlait de conditionnel, il pourrait y avoir un réchauffement climatique. On voit qu'il y a eu du chemin qui a été fait depuis, même si ça pourrait être un peu plus rapide. Et puis, il y a un rapport clé qui s'appelle un plan pour la survie, hein, si je traduis, hein, donc, qui est apparu dans la revue The Ecologist, et qui introduit l'idée de soutenabilité. Donc 72, c'est une année clé. Si je fais un saut dans le futur, 87, le rapport Brundtland, qui initie l'idée de développement durable, qui est reprise en 92, d'accord, qui est officialisée, et puis ensuite on a une série d'événements comme ça, donc le GIEC, hein, qui est créé en 88, c'est comme ça qu'on dit, hein. Non, c'est juste 88. Bon, parce que dans le canton de Vaud en Suisse, on dit 8 ans. Donc voilà, la première COP qui a lieu en 95. Donc on voit que les années passent, il y a des grands événements majeurs qui se déroulent. En 2004, il y a l'émergence de la transition écologique. C'est Rob Hopkins, hein, qui est un permaculteur anglais qui est le premier à dire qu'il faut une transition. C'est pas tout à fait vrai, parce que dans les années 80, aux États-Unis, on parlait de transition énergétique. Donc transition écologique en 2004-2005, transition énergétique qui va être repris et inscrit au fronton de nos institutions, dans les ministères de la transition énergétique, etc., dans les années 2010. Et depuis 2010, un foisonnement de concepts, dont les low-tech, mais de concepts censés nous aider à opérer ces transitions-là. Donc la décroissance, évidemment les low-tech, l'économie circulaire, la vie du quart d'heure, la transition agroalimentaire, etc., etc. Donc on arrive à l'aube des années 2020, ou à la fin des années 2010, en se disant, on connaît le problème. Connaître le problème, c'est le rapport Meadows, entre autres, hein. Et on a des solutions en face, puisque on a une flopée de concepts qui permettent de répondre au problème. Et en plus de ça, en 2019, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui nous fait penser qu'on est en train de bifurquer. Voilà, il y a toutes les forces en présence qui sont là pour que le système bascule, pour qu'on atteigne un certain point de bascule. Donc on est assez enthousiaste en tant que transitionneur et transitionneuse. Sauf que voilà, il y a l'effet Covid, et la pandémie de 2019 va reléguer, ça relève un petit peu, va reléguer dans le deuxième wagon, au rang des priorités, la transition. Donc forcément, se pose la question de pourquoi est-ce que ça s'enlise à ce point-là. Et puis, surtout depuis 2020, il y a une série de reculs écologiques, de backlash, qui nous font penser que la transition, c'est pas aussi simple que ça. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et la question qu'on s'est posée, donc 18 co-auteurs du manuel et moi-même, c'est pourquoi est-ce que ça coince, pourquoi est-ce que ça n'avance pas plus vite, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à massifier des choses qui sont déjà là, sous-jacentes. Et la réponse à cette question, lorsqu'on écoute les penseurs, c'est qu'il y aurait des résistances au changement, des verrous sociotechniques, des obstacles à la transition. Donc on a fait une chose très simple. On a fait un travail assez empirique qui a consisté à lister ce que nous pensions être bloquant, déjà des obstacles au changement en général, des obstacles
à la transition de manière un peu plus spécifique. Et puis on va voir qu'il y a un type de transition qui nous intéresse particulièrement et qui vous intéresse plus particulièrement, dont je parlerai juste après. Il y a de l'espoir pour que ça... Ouais, peut-être. Ah, On va essayer de rapprocher un tout petit peu le pupitre. Ok. Alors, juste 2 mots sur la transition. Qu'est-ce que c'est qu'une transition? Alors, ce qui est bien avec le terme de transition, c'est que c'est pas un terme polysémique. Ça ne veut pas dire 15 choses à la fois. La transition... Oh, c'est magnifique. Je crois qu'on peut applaudir. Ah. C'est pas encore gagné. Ah, d'accord. Ah, on ne touche plus à rien. Alors ça, c'est ce que vous n'avez pas pu voir, donc l'historique que j'ai fait juste avant. Donc qu'est-ce que c'est qu'une transition? De manière très générale, une transition, c'est le passage d'un état à un autre état. Ça, c'est une définition qui vaut pour plein de domaines, pour l'histoire, pour la physique, pour la biologie, pour la linguistique. Et plus particulièrement, une transition sociétale, c'est lorsque de multiples changements se produisent simultanément à plusieurs niveaux et dans différents secteurs d'une société. Donc là, il y a une transition sociétale. Évidemment, cette transition, elle se déroule sur plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Hein. La transition néolithique, comme on peut voir sur cette slide, a pris plusieurs milliers d'années à se mettre en place. On parle par exemple de transition qui a permis de passer d'un régime monarchique, de monarchie absolue, de régimes au pluriel de monarchie absolue en Europe, vers des régimes républicains. Voilà, ce sont des transitions sociétales et donc pour reprendre l'exemple de la monarchie, de la transition de la monarchie vers la République, ça a pris 80 ans en France à se mettre en place. Donc c'est des processus très très longs. Par définition, un bifurqueur, c'est vraiment celui qui se trouve au moment où ça bascule, où le système bascule, où il y a un décollage. Le transitionneur, il est situé un peu plus loin dans le diagramme, il est situé à un moment où la transition s'accélère, mais où les changements sont déjà là. Un obstacle, alors qu'est-ce que c'est? C'est un obstacle, c'est une difficulté à entreprendre quelque chose, de manière générale. Il faut bien comprendre qu'en réalité, il n'y a pas d'obstacle en soi. C'est-à-dire que selon le point de vue avec lequel je regarde ce qui empêche, je vais voir un obstacle, si je suis un progressiste. Mais si je suis un conservateur, je vais plutôt y voir une opportunité. Le capitalisme, si je suis un conservateur, c'est super bien. Si je suis un progressiste, c'est un obstacle. Si je suis un exploitant d'une entreprise d'import-export, la mondialisation, c'est plutôt bien, c'est une opportunité. Si je fais partie du Low-Tech Lab, la mondialisation, c'est un obstacle. Donc tout dépend avec quel regard on regarde un système sociétal. Mais de manière systémique, je ne sais pas si vous êtes versé dans la systémique, un obstacle, c'est la tendance d'un système à maintenir un comportement initial, malgré le fait qu'on introduise dans le système des forces de changement. Et des forces de changement, on en introduit depuis des décennies. Je citais l'économie circulaire, la vie du quart d'heure, que sais-je, la transition écologique, la transition énergétique. On en introduit dans le système des forces. Mais pourtant, le système ne bouge pas. En tout cas, en apparence, ça reste stable. Et c'est justement la présence de ces obstacles qui, d'un point de vue systémique, s'appellent des boucles de rétroaction négatives. C'est-à-dire qu'ils ont un effet d'annuler l'effet amplificateur des forces de changement qu'on essaie d'introduire dans le système. C'est tout le problème des obstacles. Et donc, dans notre jargon, ce qu'on appelle un expédient, c'est un dispositif empirique dont les effets sont censés être inverses à ceux produits par les obstacles dans le monde réel. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que dans le bouquin, on a listé 101 obstacles, répartis en plusieurs catégories, neuropsychologiques, épistémologiques, c'est un mot un peu compliqué, j'expliquerai après, politologique et sociologique.
Et en miroir de chacun de ces obstacles, on propose un expédient, qui est une proposition d'attitude clé, dont on pense que les effets pourraient être inverses à ceux produits par l'obstacle en question. Alors je dis ça parce que lorsqu'on est confronté à des obstacles, ce qui est le cas, hein, je ne crois pas que de la low-tech, hein, de toute forme de transition, il y a deux manières de s'en tirer. Soit vous optez pour des forces de changement tellement puissantes que les obstacles volent en éclats. Si par exemple on déclarait l'état d'urgence climatique là, demain matin au niveau international, ce serait une force de changement tellement puissante que les obstacles qui nous paraissent insurmontables aujourd'hui voleraient en éclats. Donc ça c'est une option, mais je ne connais pas de force de changement telle. Soit on travaille ces obstacles au corps et on fait en sorte de minimiser leur effet bloquant dans nos systèmes sociétaux. Ça, c'est notre approche. Donc la première approche que je présentais, c'est plutôt celle des transitionneurs. C'est celle du low-tech lab, en l'occurrence. Cette approche-là, il n'y a pas d'acteurs en fait qui s'en occupent. Je pense que les transitionneurs le font un peu sur le tas. Ils essayent de déverrouiller ce qui empêche leur transition à eux. Mais il n'y a pas de champ de pensée propre à ça. Alors on s'est dit, bon, on va créer un champ de pensée qu'on a appelé l'impédimentologie. Alors on va faire un peu de latin. Impedi, ça veut dire dans les pieds. Ça donne des mots comme impediment en anglais, ça donne les mots piège, empêchement en français. C'est la même racine. Dans pas mal de langues européennes, l'espagnol, l'italien, le portugais. Impedi, on le retrouve pour dire obstacle. Donc on s'est dit, c'est un bon préfixe pour créer un champ de pensée de recherche-action, pour le coup. Donc on a gardé ce terme. Donc en fait, l'impédimentologie est au service des transitions, est au service de la low-tech, est au service de l'économie circulaire, est au service de n'importe quel segment transitionné. Voilà. L'idée, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, en essayant de travailler ces obstacles au corps et de minimiser leur pouvoir bloquant. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de passer en vue peut-être 15 ou 20 obstacles. Je vais essayer de le faire assez vite. Donc, je vais essayer d'être assez exhaustif, mais synthétique. Parce que si on avait dû cocher sur 101 cases, sur 101 obstacles, à la low-tech, je pense qu'on aurait pu cocher 101 cases, tellement qu'il y a des obstacles. Juste un dernier mot introductif. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Si, pour moi c'est bien. Bon, j'ai dit que je vous donnerais une acception un peu plus spécifique du terme transition. Hein, j'ai dit un état à un autre, ou passer d'un système dynamique complexe à un autre système dynamique complexe. Bon, je pense qu'il y a une transition qui nous intéresse toutes et tous, c'est ce que nous, on a défini dans le livre, parce qu'on s'est aperçu qu'au final, il n'y avait pas de transition officielle, hein, de définition officielle de la transition. On s'est dit que la transition, c'était de passer donc d'une ère du dérèglement du système Terre, ça comprend le réchauffement climatique, les pollutions, la perturbation des cycles biogéophysiques, de passer de ça à une ère du respect des limites planétaires. Le point B, c'est les limites planétaires. Et maintenant, quels sont les obstacles à ça? Bon, ça, c'est tout l'objet de nos travaux. Mais donc, la low-tech, à travers toutes ces transitions écologiques, énergétiques, agroalimentaires, la low-tech, elle est un peu diffuse là-dedans. C'est-à-dire qu'elle relève de plusieurs sous-transitions. Ou alors, on pourrait même dire que la low-tech, elle a sa transition à elle. Ça pourrait être une transition technologique, qui pourrait être une sous-transition à part entière. C'est un travail de découpage, en fait, épistémique. Mais effectivement, ça se réfléchit à quel niveau on l'a défini. Alors, je vais passer sur les obstacles. Il y a un premier gros obstacle, hein, qui est un peu la roche-mère de plein d'obstacles sociologiques et épistémologiques. C'est ce qu'on appelle le conditionnement culturel. En fait, le conditionnement culturel,
Ça dit qu'il y a des grandes règles du jeu dans notre système sociétal, le capitalisme, l'ultralibéralisme, le consumérisme, la croissance, la sophistication, la gadgetisation, l'innovation technologique. Donc il y a une espèce de soupe paradigmatique, on pourrait dire, dans laquelle on baigne toutes et tous. Et en fait, la low-tech se retrouve un peu baignée dans cette soupe qui lui est totalement hostile. Donc c'est un premier obstacle de taille qui n'est pas facile à pointer parce qu'il est extrêmement diffus. Mais ça a été dit un peu en introduction, on évolue dans un milieu, dans un système qui est pas du tout favorable, à la low-tech. Ça c'est une première chose. Ensuite, il y a un obstacle qu'on a appelé l'indéfinition de la transition. Donc l'indéfinition de la transition, c'est notre difficulté collective à caractériser des objectifs à atteindre, de même que le chemin qu'on prend pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc en l'occurrence, le problème n'est pas tellement qu'on n'arrive pas à définir clairement ce que c'est que la low-tech. Il y a des propositions et le low-tech lab a sa définition, je l'ai vu tout à l'heure en intro. Ce qu'on dit, c'est que il y a plusieurs définitions de la low-tech et que ça peut créer de la confusion. Moi, j'en connais 3. Il y a celle du low-tech lab. Donc, si je répète, hein, des objets, des systèmes, des techniques, des services, des savoir-faire, des pratiques, des modes de vie et même des courants de pensée qui intègrent la technologie selon 3 grands principes: utile, accessible et durable. C'est une définition que je trouve très bien. À côté de ça, on a la vision d'Arthur Keller qui nous dit que la low-tech, c'est une démarche d'ensemble qui permet de se remettre en conformité avec les limites planétaires en limitant notre empreinte matière notamment. Et puis, il y a la fabrique écologique qui nous dit, c'est un peu plus long, je ne vais pas tout dire, mais que c'est une démarche visant à questionner nos besoins réels et à développer des solutions aussi faiblement technologisées que possible, etc. etc. Donc on voit que selon ces 3 définitions-là, il y a des nuances dans le positionnement. Je pense qu'Arthur Keller a un positionnement plus globalisant que le low-tech lab. Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste une remarque. Mais que du coup, pour le coup, cette polysémie du terme low-tech, elle peut créer de la confusion. Donc peut-être que il y aurait un intérêt à clarifier, à se mettre d'accord, à opter pour une seule définition. C'est un processus sémantique assez normal, hein. Si on prend l'économie circulaire, il y a 115 définitions de l'économie circulaire. Ça n'aide pas, hein, à se faire une idée précisément de quoi on parle. Et d'ailleurs, ça a été un peu dit, Kim, tu l'as dit en introduction, hein, la low-tech, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie. Mais je suis sûr que si on demande à des adhérents du low-tech lab ce que c'est que la low-tech, il y en a certainement qui diront que c'est une démarche RSE ou SG, que c'est un ensemble de méthodes d'innovation, que c'est un outil de travail, que c'est un commun. Voilà, en fait, il y a plusieurs acceptions du terme. Donc ça, c'est pour la partie micro, hein, à l'échelle de la low-tech. Et puis par ailleurs, si on s'intéresse à une échelle un peu plus macro, on pourrait constater qu'il y a un certain encombrement sur le créneau, hein, je mets des guillemets, sur le créneau de la transition. C'est-à-dire qu'il y a énormément de concepts. Je parlais d'économie circulaire, mais voilà, si je cite la permaculture, la sobriété, le commerce équitable, les mobilités douces, la vie du quart d'heure, le slow food, la transition des mobilités, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines de concepts. Alors c'est très bien qu'il y ait tous ces concepts. Le problème, c'est que certains se recoupent, d'autres pas. Et que ça crée une certaine surcharge informationnelle. Et si, déjà moi, en tant que transitionneur, j'ai parfois du mal à m'y retrouver, tellement qu'il y a d'informations, je me dis qu'un kidam lambda peut s'y perdre. Je vais passer à un autre obstacle, qui est, ça je viens d'en parler, le confusionnisme sémantique. Donc, alors, certains me disaient qu'il y a peut-être un questionnement à avoir sur le mot low-tech en lui-même. C'est-à-dire que low-tech, c'est un anglicisme,
il y a le mot tech à l'intérieur, qui renvoie vers une dimension technologique, qu'on le veuille ou non, qui peut parler au milieu ingénierial, mais qui ne parle pas forcément là aussi à monsieur tout le monde, à madame tout le monde, et qui peut là aussi occasionner un certain confusionnisme. Alors je pense aussi que au-delà du terme, il y a ce à quoi le terme renvoie. Et dans ce à quoi le terme renvoie, il y a des notions qui ne sont pas l'apanage de la low-tech. Par exemple, la réparabilité, on peut l'associer à de l'économie circulaire. Et même si je suis un petit peu provocateur, je peux dire qu'il y a des objets high-tech qui sont tout à fait réparables. Donc on voit que, effectivement, d'un point de vue conceptuel, mais ce qui est tout à fait normal, hein, il y a peut-être un travail de clarification à opérer. Je dis que c'est tout à fait normal parce que tous les concepts de transition sont confrontés aux mêmes difficultés. Si on s'intéresse à la résilience, je ne sais pas si vous êtes versé là-dedans, mais entre la résilience et la robustesse, il y a énormément de, je dirais pas de conflits, mais de tiraillements. Voilà. Sur la question de la décroissance aussi. Beaucoup disent que ce n'est pas le bon terme, la décroissance. Alors voilà, d'où l'intérêt de se retrouver pour en parler. Ensuite, je ne me sers pas du tout de la télécommande, je suis un mauvais élève. Il y a un déficit de représentation. Alors, deux types de représentation. Déjà, nos représentations, la représentation de la low-tech dans les médias, dans nos moyens de communication, dans la musique, dans le cinéma, dans le journalisme. Et le problème que ça pose, c'est que fondamentalement, on n'arrive pas à imaginer en quoi un monde plus artisanal, plus do-it-yourself, pourrait comporter une part de rêve, une part d'onérisme. Alors, quand je dis qu'on ne le fait pas, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des films qui sortent. Je ne sais pas si vous avez vu le garçon qui dompta le vent. Très très beau film, de low-tech. Enfin, pas que, d'ailleurs, ça parle des inégalités en Afrique, ça parle des pénuries alimentaires aussi. Mais c'est un film et un roman à la base qui parle de la low-tech. C'est-à-dire qu'il y a un garçon qui puise de l'eau grâce à une éolienne qu'il fabrique à partir d'un vélo. C'est un film sur la low-tech, c'est hyper enthousiasmant, c'est hyper touchant. Seulement, il y a une question de poids du nombre. C'est-à-dire que pour un film comme ça, si vous avez 500 blockbusters américains qui fantasment à fond la technologie, c'est juste que, voilà, en termes d'entrée, on ne joue pas dans la même cour. Donc, pour arriver à massifier, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de films comme ça. Et que ces films soient davantage vus. Donc ça, c'est nos représentations, la low-tech dans nos moyens de communication. Après, il y a nos représentations, c'est-à-dire nos images, nos imaginaires. Et là aussi, on peut se dire que la low-tech aurait peut-être intérêt à, et c'est sans doute, c'est ce que fait le Low-Tech Lab, à nous faire plus rêver, à mettre un peu de côté, et ça on voit ça dans tous les phénomènes de transition, les aspects d'ingénierie, pour se concentrer sur les récits, sur aussi, parce que là on parle d'objets, la low-tech, sur la notion d'esthétique. Il ne faut pas oublier que la low-tech c'est d'abord notamment des objets. Et donc faire de beaux objets qui donnent envie d'être vus, d'être utilisés, qui sont drôles, je ne sais pas. En tout cas, la dimension esthétique des objets low-tech peut être un déclencheur pour justement atteindre un point de bascule. Et je sais que le Low-Tech Lab travaille avec d'autres milieux, notamment le milieu artistique. Et pour en finir avec cette première salve d'obstacles épistémologiques, donc l'épistémologie, j'ai pas dit, excusez-moi, mais c'est la méconnaissance de notre connaissance. En gros, ça renvoie à tout ce qui est abstrait, la notion de système, la notion de paradigme, des modes de raisonnement erronés, en l'occurrence celui-là, la pensée binaire. La difficulté qu'on a à comprendre des ordres de grandeur, des phénomènes de réaction en chaîne. Voilà, c'est tout ça les obstacles épistémologiques. Et celui-là, pour en terminer avec cette première catégorie, la pensée binaire,
renvoie, je ne vais pas vous expliquer, hein, à cette tendance qu'on a à voir le monde en noir ou en blanc, alors que en fait, le monde est beaucoup plus ambivalent que ça. Et certains ont tendance à opposer low-tech et high-tech. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que probablement que dans les décennies à venir, il y aura des secteurs d'activité ou des lieux où il y aura de la haute technologie. Je pense à la chirurgie, notamment, ça peut être utile. Et d'autres secteurs où, effectivement, on va mettre en place une décroissance de notre niveau de sophistication technologique. Parce que ça aura du sens. Je pense, je sais pas, à la réfrigération, par exemple. Donc, opposer les deux n'est, à mon avis, hein, pas forcément le plus pertinent. Parce que, à ce petit jeu-là, en fait, c'est toujours la high-tech qui va gagner. Et je ne crois pas que ce soit le but. Alors, on passe aux obstacles sociologiques. L'obstacle sociologique, c'est nos difficultés à nous comprendre les uns les autres, à interagir, et ça comprend toute une foultitude de phénomènes. Bon, il y en a un sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, qui est l'amnésie générationnelle, hein, donc ce fameux décalage du point de référence. Hein, ce qui était la norme d'hier est plus tout à fait, plus la référence aujourd'hui. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a quelques décennies, la low-tech était la norme. Pour conserver nos aliments, on utilisait la salaison, on utilisait le sucre, on utilisait la lactofermentation. Ça remonte à pas si longtemps que ça. On n'avait pas de réfrigérateur. Et pourtant, aujourd'hui, le réfrigérateur, c'est la nouvelle norme. Et on ne se dit pas qu'il y a 60 ans en arrière, ce n'était pas forcément la norme. Et le problème, c'est que ce décalage du point de référence, il a tendance à ringardiser quelque part ou à marginaliser des pratiques en les taxant de désuètes, alors qu'en fait, elles sont tout à fait fonctionnelles. Ensuite, il y a ce qu'on a appelé un non-financement des projets de transition, en l'occurrence un non-financement des projets low-tech. Donc une impasse pécuniaire à plusieurs niveaux. Alors au niveau des projets, il y a eu une initiative à Concarneau, que vous connaissez peut-être, hein, certaines et certains d'entre vous, où on a fait des expérimentations, on a essayé de mutualiser des services au sein d'une commune, entre plusieurs acteurs, associatifs, entreprises, collectivités. Et ça a donné des choses assez intéressantes. Par exemple, on a mutualisé la cyclo-logistique et la micro-logistique de l'hôpital de Concarneau avec une industrie portuaire. Ça a donné des résultats assez intéressants. On a mutualisé les services d'un hôtel avec une brasserie. Ils se sont mis ensemble. Et c'est une démarche qui a tellement marché qu'elle a inspiré la métropole de Grenoble. Donc on voit qu'il y a un intérêt. Sauf que, en fait, on s'est aperçu que, en réalité, le temps alloué, le temps d'accompagnement attribué au Low-Tech Lab au profit de ces acteurs avait été sous-évalué. Donc, les gens qui se sont retrouvés au sein du Low-Tech Lab à mener ces projets, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas assez de temps, parce que les commanditaires se sont dit, bon, ça c'est la partie low-tech, on va lui attribuer un budget, un temps, et en fait, ils se sont aperçus qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps que ça. Et ça, c'est classique, enfin, il n'y a pas de secteur économique de la transition, et donc il n'y a pas de secteur économique de la low-tech. Moi, je connaissais un photographe qui est sur Paris et qui photographiait des chefs d'État. Donc il gagnait bien sa vie. Et il a voulu entrer en transition. Alors il a commencé à photographier des éléments de la nature, notamment une photo qui est dans le bouquin, vous verrez si vous l'avez un jour entre les mains, qui sont en fait des moutons à Paris, et donc ça c'est très low-tech, hein, ils tondent l'herbe. Et il m'écrivait, par mail, voilà, moi j'ai voulu entrer en transition, sauf qu'en fait, par rapport à mon ancienne activité, il y a plein de portes qui se sont fermées, et aujourd'hui, être en transition, ça veut dire être chômeur, techniquement. Et ça, ce non-financement des projets de transition, qu'on peut appliquer à la low-tech, qu'on peut appliquer à
plein de sous-transitions, de forces de changement, bah, évidemment, voilà, la question de l'argent, elle est prépondérante. Donc, c'est un obstacle. Ensuite, il y a, toujours dans les obstacles sociologiques, ce qu'on appellerait le brouillard transitionnel, qui est en fait un sentiment de profond désarroi, ressenti par des personnes qui sont en transition, mais qui sont confrontées à trop de complexité, trop d'ambiguïté, trop d'inconnus, et qui, du coup, peuvent se démobiliser. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui peut arriver sur des sujets liés à la low-tech, parce qu'on veut fabriquer des objets, on s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Un four solaire, il faut qu'on ait le temps d'utiliser. Hein, si je prends un rocket stove, c'est pareil, c'est des repas pas pour une famille, c'est des repas pour une centaine de personnes. Donc on se lance d'emblée dans de la fabrication d'objets, et puis on se rend compte que c'est pas si simple. Donc là aussi, il y a un outil qui est l'esprit de mutualisation. C'est-à-dire que plutôt que de fabriquer des objets à l'échelle individuelle, des acteurs se mettent en réseau et fabriquent des objets qui sont utilisables pour des collectifs, pour des associations. Et là, ça a du sens. Plutôt que de se retrouver avec des objets dans la fabrication desquels on s'est lancé, et dont on s'aperçoit que finalement on n'a pas le temps de les utiliser, ou on ne sait pas comment les utiliser. Je crois que c'est encore une fois le Low-Tech Lab Grenoble qui a lancé une initiative, Kim, tu me contrediras si je me trompe, mais qui a lancé une initiative dans ce sens. Je passe rapidement, oui, l'absence du droit à l'erreur, effectivement, lorsqu'on expérimente, c'est assez logique, on a besoin de se tromper, parce que c'est le fait de se tromper qui permet de faire mieux la fois d'après. Le problème, c'est que le temps alloué et l'argent alloué à cette recherche, quelque part, de l'erreur, il est inexistant. Alors ça, c'est un grand paradigme, le dogme de la croissance. Hein. Il y a une certaine injonction à la rentabilité dans notre société. Tout fonctionne comme ça. Et donc, on demande aux objets low-tech, de manière implicite, hein, ou peut-être plus explicite, d'être au moins aussi rentables que leurs équivalents non low-tech, white-tech. Alors que, justement, la low-tech peut nécessiter plus de personnel, plus d'assistance humaine, et du coup, les objets low-tech ne sont pas forcément aussi compétitifs d'un point de vue de leur prix, mais d'un point de vue aussi de leur utilisation, de leur exploitation, que leurs équivalents non low-tech. Donc il y a cette idée que ça devrait être rentable, et plus rentable en tout cas que des objets non low-tech, et c'est un biais sociologique qu'il faudrait qu'on arrête de prendre. Un autre obstacle sociologique, la dépendance au chemin emprunté, ou dépendance au sentier, que vous connaissez, que certaines connaissent peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez la raison pour laquelle les touches de nos claviers AZERTY, QWERTZ sont placées comme vous le savez. C'est que, en fait, historiquement, les marteaux des lettres de machine à écrire étaient placés de telle sorte, donc le A à côté du Z, etc., de telle sorte qu'ils ne se frottent pas pendant leur utilisation. Et donc c'était très pertinent lorsqu'on avait des machines à écrire. Ça l'est beaucoup moins depuis qu'on a des ordinateurs. En fait, c'est pas tout efficace, hein, les claviers AZERTY. On a inventé des claviers depuis les années 30, notamment le fameux clavier Dvorak, qui est beaucoup plus rapide, mais par procrastination, parce qu'on avait engagé du temps et puis parce qu'on a tout un passif avec cette disposition de clavier. On s'est dit, c'est beaucoup plus pratique de continuer comme ça, même si c'est pas du tout efficient, que de changer tout le système. Bien sûr, la low-tech, c'est justement un peu pareil, parce que la low-tech, elle remet en cause, elle nécessite de refondre nos modes de vie, et on n'y est pas prêt. Par procrastination, encore une fois. Parce que d'un point de vue économique, on aurait sans doute intérêt à le faire. Bon, l'entre-soi, je passe rapidement, mais c'est effectivement une autocritique peut-être à se faire. C'est que je pense que la low-tech fédère un profil d'acteurs
globalement issus d'un même moule sociologique, social, mais que c'est peut-être plus difficile d'aller chercher des publics autres. Je sais pas, il y a peut-être une question à se poser qui serait comment aller chercher un public de droite, par exemple. Ça pourrait être un sujet de philo. Hein. Vous avez une heure avec sur des sujets low-tech. Mais à part ça, c'est pas juste une boutade. Hein. Je pense qu'il faut fédérer au-delà des limites sociologiques de nos mouvements respectifs. Le solutionnisme urbain, qui est cette idée selon laquelle les solutions viendraient de la ville. Là, on a un peu rethématisé, c'est cette idée selon laquelle la low-tech ne s'appliquerait que dans des milieux ruraux. Parce que dans des milieux urbains, ça serait beaucoup plus complexe, hein, et que ça ne s'y prêterait pas. Et là, en l'occurrence, là, la solution, elle a été apportée par le Low-Tech Lab. Il y a une expérience qui a été très documentée à Boulogne-Billancourt, Biosphère Expérience, donc la transformation d'un appartement parisien en un appartement low-tech, avec une douche champignonnière qui produisait, je crois, 1,5 kg de pleurote par semaine. L'eau est récupérée, elle est traitée, on y ajoute les nitrates, des toilettes séparatives dans lesquelles on récupère les urines d'un côté, qu'on réinjecte dans un bar à herbe, dont les déchets de cuisine broyés au broyeur manuel sont récupérés dans un autre bac qui, lui, est décomposé par les larves des mouches soldats noirs, dont les œufs servent à alimenter la ferme d'à côté. Donc on voit que c'est tout un écosystème. Et que faire des villes low-tech, en fait, c'est tout à fait possible. Donc ce solutionnisme urbain, il ne tient pas la route. C'est encore une vue de l'esprit de celles et ceux qui n'ont pas intérêt à ce que la low-tech se déploie. Il y a une autre forme de solutionnisme que vous connaissez toutes et tous, hein, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est le solutionnisme technologique. Cette fascination qu'on a pour la sophistication, et cette idée que le salut de notre société viendrait forcément de solutions techniques. Alors même si ces solutions sont estampillées low-tech, et c'est peut-être là le parallèle que je ferai avec, non pas le problème du mot low-tech, mais un questionnement qu'il faut avoir, c'est qu'en disant low-tech, on renvoie forcément une dimension technologique. Et que peut-être que dans l'esprit de certains qui n'auraient pas fait l'effort intellectuel de se demander ce que c'est que la low-tech, pourrait nous faire oublier qu'il y a d'autres formes d'innovation que technologiques. Même si on parle de base technologique, hein, il y a des innovations sociales, organisationnelles, sémantiques. Il y a plein de formes d'innovation en fait. Et il n'y a pas que l'innovation technologique. L'obsolescence de standing, je vais passer rapidement. En fait, c'est pas l'obsolescence fonctionnelle. Hein, c'est cette idée que le consommateur changeait d'appareil sous l'effet de mode, alors que son appareil fonctionne bien. C'est juste que le nouvel appareil qui sort a plus de fonctionnalités, un meilleur design. Alors, il y a deux manières d'opérer. Soit la low-tech s'inscrit en faux, en différence contre ça, et dit non, nous on fait pas des objets de standing. Soit on va chercher ces gens-là en disant qu'on pourrait fabriquer des objets low-tech qui auraient un certain standing, qui serait agréable à regarder, qui auraient un design. Je sais qu'il y a des éco-designers et éco-designeuses. C'est le cas de Caroline, je crois, hein, Corentin et Caroline, dans la Biosphère Expérience. Donc la question du design revient dans l'univers de la low-tech, et je trouve que c'est très bien, parce qu'il faut être malin aussi, et il faut combattre le système avec ses propres armes. Aujourd'hui, l'esthétisme, le design est omniprésent dans nos objets, et s'inscrire en faux contre ça, c'est peut-être pas la meilleure option. Ensuite, il y a de la désinformation autour de la low-tech. Hein, alors ça, je pense que je prêche des convaincus, mais il y a une caricature qui est faite de la low-tech, hein, ce fameux retour à la bougie, et la soi-disant inefficacité hein, des objets low-tech. Et c'est même les chefs d'État maintenant qui s'entraînent directement à la low-tech. Je vous lis une citation, je vous la donne en ligne, hein, s'il y en a que ça fait tiquer ou tilter,
Si vous avez des idées de qui ça pourrait être, n'hésitez pas à vous manifester. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Excusez-moi, mais je ne crois pas au modèle Amish. Vous savez qui c'est? C'est le président de la République française, en 2001, à propos de la 5G. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y avait Olivier Roussin, qui était le patron de Bouygues Télécom, qui avait dit « Oui, mais quand même, la 5G, c'est plus de débit, donc il est possible que ça consomme plus d'énergie. » Et donc ça, c'était la réponse du président Macron. Ensuite, il pourrait y avoir, je ne pense pas qu'il y ait un obstacle de ce qu'on appelle les luttes fratricides interprogressistes. C'est un phénomène très très courant dans les transitions sociétales. Pendant la Révolution française, c'est arrivé. C'est ce qu'on a appelé le chapitre de la Grande Terreur. C'est lorsqu'en fait des progressistes sont d'accord sur l'objectif à atteindre, mais qui s'entre-déchirent sur comment est-ce qu'on y arrive. Donc ils sont d'accord sur les objectifs, ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Pendant la Révolution française, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait mettre fin à la monarchie absolue. Sauf que les uns disaient qu'il fallait une monarchie constitutionnelle, ce qu'a fait d'ailleurs l'Angleterre après. D'autres disaient qu'il faut une république, d'autres... voilà. Donc, entre les Jacobins, les Girondins, les Montagnards, ils se sont entre-guillotinés en fait. Et ça a permis le retour de quoi? Un backlash énorme de ce qu'on appelait le Directoire, qui a été un régime transitoire ultra-conservateur, puis le retour, pas le retour, mais donc l'arrivée de Napoléon au pouvoir, puis l'arrivée des Bourbons en 1815. Donc on voit que ces phénomènes de lutte fratricide entre les progressistes nous amènent en fait à des backlash. Alors je ne dis pas qu'il y a des luttes, des guerres intestines dans l'univers de l'Optech, je pense que c'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que, je sais pas, il y a peut-être certains sujets sur lesquels les sympathisants et sympathisantes ne sont pas toutes et tous d'accord. Sur le fait, par exemple, que la low-tech devrait s'inscrire dans une démarche politicienne, devrait convaincre des hommes et des femmes politiques. Ou alors, versus, non, la low-tech devrait rester apartisane, apolitique. Peut-être que sur ce sujet-là, il y a des dissensions, entre guillemets, des désaccords. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On en parle. Et on peut mettre en place ce qu'on appelle des arènes de la transition. Ça, c'est un mouvement qui a été mis en place en 2008 aux Pays-Bas, qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on se met ensemble, on discute sur les objectifs d'un mouvement, et puis on tranche. Et généralement, ça se passe assez bien. Je vais passer aussi rapidement là-dessus. Si on est trop court au niveau du temps, non, ça va, j'ai encore un peu de temps. La notion de plaisir, alors sans retomber dans les éternels débats sur le striatum, il y a un truc qui s'appelle la dopamine, à laquelle on est quand même relativement addict. Donc effectivement, adopter un mode de vie low-tech pourrait pour certains s'apparenter à une cure de sauvage. Ce qui n'a rien de très enthousiasmant. Donc se pose la question aussi de notre rapport au plaisir. Et de quel plaisir peuvent nous apporter les objets low-tech, les systèmes low-tech, les démarches low-tech. Un temps de cerveau indisponible. Je pense qu'on est tous... on a tous un problème de temps de cerveau indisponible. Ça renvoie au temps de cerveau disponible. Qui avait fait les gros titres à l'époque. C'était le patron de TF1 qui avait dit que le but de la télé, c'était de fournir du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Là, en l'occurrence, c'est un temps de cerveau indisponible. C'est-à-dire qu'on vit sous contrainte en permanence. Et lorsqu'on, là aussi, on va vers du low-tech, vers de la low-tech, pardon, c'est pas anodin. C'est pas juste fabriquer une marmite norvégienne. C'est idéalement la refonte d'un mode de vie. Donc ça prend du temps, ça se planifie dans le temps, et justement ce temps de cerveau on n'a pas. Alors je passe rapidement sur des obstacles politologiques à la low-tech. Le lobbying.
alors j'imagine que vous avez ces chiffres en tête, mais à Bruxelles, il y a 70% de l'eau qui représente des intérêts privés, 20% qui représentent des intérêts publics, et seulement 10% qui représentent des intérêts, la société civile, l'intérêt général, donc à travers des associations et des syndicats. Donc on voit qu'il y a quand même un deux poids deux mesures entre les 70% de l'intérêt des intérêts privés et les 10 ou 30% si on met les intérêts publics de l'autre côté. Et s'agissant de la low-tech, ce même ratio il s'applique au profit des industriels de la tech. Donc il est très peu contrebalancé par celui de la low-tech. Alors il y a des initiatives, comme par exemple l'initiative Right to Repair, le droit de réparation, qui se constituent en réseau, qui constituent une centaine d'associations en réseau, qui insistent, qui met la pression sur des acteurs institutionnels sur la question de la réparabilité. Ben voilà. Et je pense que le Low-Tech Lab, c'est un lobby, quelque part, mais c'est un lobby d'intérêt général. Et il faut qu'on se constitue en lobby pour faire pression, là aussi, jouer sur le poids du nombre, pour faire en sorte qu'il y ait un basculement qui s'opère. C'est juste que là, la bataille du nombre, on n'est pas en train de la gagner. Toujours dans les obstacles politologiques, il y a de l'électoralisme. Ça, il y a de l'électoralisme dès lors qu'il est question d'aspirer au pouvoir ou de se maintenir au pouvoir. C'est quand même très compliqué de pas être électoraliste dans un système électoral. Le rejet relativement viscéral de nos élus, quels qu'ils soient, pour la notion de décroissance, l'idée que ça décroît. Et je pense que la low-tech s'inscrit quand même, sans vouloir l'englober, mais c'est l'idée d'une décroissance, la décroissance de notre niveau de sophistication technologique. Et nos élus sont pas très friands de ça, parce que ça fait peur. Et puis après, il y a l'absence d'incarnation de la low-tech dans l'offre politique. Et je sais que le Low-Tech Lab, pour contrebalancer ça, essaie de se faire connaître de certaines formations politiques. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le dilemme, faut-il être apartisan apolitique ou au contraire essayer de s'immiscer dans ces milieux-là. Moi je pense qu'il faut s'immiscer dans ces milieux-là pour convaincre. Et je sais que lors de festivals, il y a des figures connues du monde politique ou parmi des chercheurs qui viennent discuter, qui viennent s'exprimer, et je pense que c'est une très bonne chose. Il y a évidemment des questions d'entrave à l'innovation. En fait, ce qu'on appelle l'entrave à l'innovation, c'est lorsqu'il y a une innovation, en l'occurrence low-tech, il y a une levée de bouclier de certains acteurs qui n'ont pas intérêt à ce que cette innovation se développe. Dans les années 70, en France, il y a ce qu'on appelait les énergies marines renouvelables, c'est-à-dire d'utiliser la houle de l'océan pour fabriquer de l'électricité. Sauf que au même moment, on développait le nucléaire. Donc, il ne fallait pas mettre les deux en interférence. Donc, on a donné la priorité au nucléaire et on a mis ça sous le tapis. C'est en train de remonter d'ailleurs. On parle de plus en plus d'énergie marine renouvelable. On voit que ça a du rendement, un rendement énergétique vraiment hyper intéressant. Et pour la low-tech, je pense qu'il pourrait aussi y avoir des formes d'entrave à l'innovation low-tech. Et là aussi, il y a des stratégies à mettre en place. Alors, je ne peux pas en parler parce que je ne vois pas le temps, je suis déjà en retard. Mais en tout cas, c'est un obstacle. Et puis, pour en terminer avec les obstacles politologiques, l'inflation normative, il faut savoir que les normes aujourd'hui sont créées, on se calibre sur les industriels. Donc, on a des objets qui sortent chaque jour, et on établit les normes selon les objets qui sortent. Sauf que, évidemment, la low-tech, les objets low-tech qui cherchent à être homologués, notamment en termes de labels, sur des objets, des produits de la construction, ou sur l'eau. Je pense notamment à l'utilisation des eaux de pluie, les procédés d'épuration. On rentre pas dans le cadre. Donc la stratégie qui est mise en place, c'est de démontrer les effets pervers de ces mêmes normes. Et là, ça ouvre une fenêtre, on pourrait dire une fenêtre d'Overton positive. Mais enfin, vous voyez que là encore, se colter aux obstacles, en l'occurrence à l'inflation des normes, c'est souvent, pour celles et ceux qui s'y collent, c'est souvent un chemin de croix. D'accord ?
Alors, je vais passer rapidement sur qu'est-ce qu'on fait. Alors, je pourrais évidemment pas vous proposer un mode d'emploi de ce qu'on fait ce soir. On pourra en parler peut-être demain lors de la fresque. Mais nous, notre approche est la suivante. On cible ce qu'on appelle des comportements bloquants, en l'occurrence qui empêchent la low-tech. C'est un peu ce que j'ai fait là, devant vous. Et on essaie de voir quels sont, en miroir de ces obstacles, les expédients, c'est-à-dire les clés, les attitudes clés, dont je disais tout à l'heure qu'elles avaient un effet inverse à ceux produits par les obstacles dans le monde réel. On identifie des expédients et ensuite on met en place des projets, qui sont des projets en fait de déverrouillage. D'accord ? Donc c'est de la stratégie, c'est de la méthode, et nous on pense qu'il faut effectivement en revenir à de la stratégie, parce que sans vouloir avoir une vision binaire des choses, il y a les conservateurs qui ont plutôt envie, qui sont enclins à ce que le système perdure tel qu'il est, et il y a les progressistes. Et les conservateurs ont beaucoup plus, malheureusement, d'esprit de méthode. Ils sont meilleurs que nous, faut l'avouer. Beaucoup plus d'esprit de stratégie que les transitionneurs, que les progressistes. Et rappelez-vous de la slide tout à l'heure. Soit on met en place des forces de changement beaucoup plus fortes, mais il faut avoir les ressources financières, humaines, idéologiques, politiques. Soit on travaille à plus petite échelle et on travaille ces obstacles au corps. Et nous, on pense qu'en fait, c'est la seule option possible. Voilà, on en arrive rapidement à la fin de cette conférence. J'espère que cette démonstration non exhaustive, parce qu'il y a beaucoup plus d'obstacles que ça, spécifiquement à la low-tech, vous aura intéressé, voilà, et vous aura donné envie de vous retrousser les manches, parce que cette envie-là, de remettre les choses en main, ça sera toujours un des seuls moteurs d'un changement à un niveau sociétal. Voilà, merci de votre attention.